peu le mauvais élève, tu vois, genre les pitchs, les talks, rien à foutre. J'étais probablement l'entrepreneur le plus pauvre que tu vas recevoir aujourd'hui. Aujourd'hui, avec la Founders Night, globalement, on fait pas 1 euro. Mais il y a aussi un cimetière rempli de dizaines de milliers de mecs qui faisaient les mêmes trucs et qui n'ont pas réussi, quoi. Je vois ma vie comme une quête. La mienne, je pense que c'est un profond désir d'avoir de l'impact. Il y a des audiences qui se sont grillées comme ça, hein, de gens qui avaient des discours mi-politiques, mi-dev perso, et quand ils ont commencé à développer des boîtes et des produits, l'audience les a lynchés, quoi. Putain, quand tu fermes les yeux sur les problèmes, tout est tellement facile. Ce podcast est édité par Coleman Media, un label de podcasteurs spécialisé pour les coachs, les professions de l'accompagnement, les consultants. Martin, bienvenue. Salut Jérémy. Ça va ? Ça va plutôt pas mal, même malgré le fait que j'ai été un petit peu en retard C'est pas grave ça. et que j'ai couru, mais on est là, c'est ça qui compte. Mais de toute façon, un entrepreneur, c'est jamais à l'heure nulle part, non ? Bah, je sais pas, j'ai lu plusieurs fois que c'était les entrepreneurs les plus à l'heure qui réussissaient le plus. Ouais, je sais pas. Bon, moi, j'ai le tempérament alsacien-allemand, si tu veux, donc je suis un quart d'heure avant. Mais je me suis vite confronté à l'époque où j'ai vécu à Paris que ça marchait pas comme ça pour les autres, quoi. Ouais. À Paris, personne n'est jamais à l'heure. Ça veut dire que je suis plus en retard que tout le monde parce que j'ai l'impression que les gens sont quand même à l'heure. Toi, dans tous les entrepreneurs que tu as rencontrés, je lis souvent que c'est un peu il y a un canevas des gens qui vont loin. Est-ce que tu as eu le sentiment que c'était vrai ou que c'est un peu du bullshit le coup de l'heure ou du retard? En fait, j'ai vu tout, et j'ai vu tout dans des gens successful comme des gens qui l'étaient pas du tout. C'est-à-dire que j'ai vu des gens qui arrivent à rien et qui étaient à l'heure. J'ai vu des gens qui y arrivaient très bien et qui étaient plutôt bordéliques dans l'organisation, en retard, machin truc. J'ai l'impression que c'est un peu comme tous ces conseils, tu sais, sur les 5 trucs à avoir pour être un entrepreneur inspirant, inspiré de Jeff Bezos. Et en fait, il y a une espèce de biais du survivant. Ouais, ok, ces 5 trucs extrêmes ont créé le succès d'un mec, mais il y a aussi un cimetière rempli de dizaines de milliers de mecs qui faisaient les mêmes trucs et qui n'ont pas réussi, quoi. Et que toutes ces astuces et ces hacks de productivité, ces trucs à penser, c'est un peu cliché. Ça veut pas dire que être à l'heure, faire du sport, manger bien, c'est des mauvaises choses, mais je pense pas que ça te fasse particulièrement réussir, quoi. C'est clair. Et puis je suppose que autour des 5 hacks de Bezos pour le faire réussir, t'as les 100 habitudes de Bezos inconnues, pas très sexy, voire dont il est pas fier, qui l'ont aussi fait réussir. Ouais, complètement. Ouais. Mais ça fait des articles moins putaclic. C'est clair. Pour ceux qui te connaissent pas dans notre audience, est-ce que tu pourrais un peu te présenter, me parler de toi, de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui ? Avec plaisir. J'ai 26 ans, j'entreprends depuis que j'ai 18 ans, ça fait 8 ans. J'ai monté plein de projets, surtout des projets qui n'ont pas marché, c'est un peu la règle du jeu. Heureusement aussi des histoires qui ont bien fonctionné. Et aujourd'hui, j'ai créé les gens disent un événement, pour moi c'est plutôt un mouvement qui s'appelle la Founders Night et qui prône un entrepreneuriat de l'humain, du collectif, de la bienveillance. Et une fois qu'on a dit ces termes un peu putaclic, concrètement, on fait des événements régulièrement à Paris et plus seulement, où on réunit des entrepreneurs, surtout early stage, il est vrai. Il y a une partie talk, il y a une partie pitch, et le plus important, c'est de leur permettre de se retrouver. On est persuadé, et moi je l'ai vécu plein de fois, que le pire ennemi de l'entrepreneur, c'est la solitude. Ouais. À ne pas mélanger avec le fait qu'il y a des entrepreneurs qui passent leur vie à des after-work, à des petits déjeuners, à des jeux de déjeuner. Tu vois aux mêmes événements chaque année, voilà. Toujours rien lancé. Et ça, c'est pas non plus... Mais globalement, ouais, nous, on permet aux gens de s'aider, de s'entraider. On est persuadé que l'entrepreneuriat, c'est pas un jeu à somme nulle. Que, au contraire, a priori, si toi, tu gagnes et moi aussi, ben, ensemble, on va plus loin. Et puis voilà, c'est né un peu par hasard, inspiré des États-Unis. Et ça se développe bien aujourd'hui. C'est très très cool. D'ailleurs, moi j'avais fait la Founders Night à Bordeaux. Et alors, moi quand je vais à des événements qui se ressemblent, qui ressemblent à ce que vous avez fait, même si foncièrement il n'y en a aucun qui est exactement comme ça. Je suis un peu le mauvais élève, tu vois, genre les pitchs, les talks, rien à foutre. Je suis dehors, mais en fait c'est un endroit où je retrouve tous mes copains que je vois qu'une fois dans l'année. Et avec qui je peux discuter et catch up et voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Et ils vont me présenter des nouvelles personnes. Et ça va me permettre de rencontrer plein de gens, de nouer un peu plus longuement des relations. Et je trouve qu'en ça c'est merveilleux parce qu'à l'ère d'internet on est quand même pour beaucoup tous dispatchés un peu partout en France, si ce n'est en Europe ou dans le monde. Et en fait des événements comme ça où vous créez vraiment un momentum, ça permet de réunir tout le monde au même endroit, au même moment et de croiser plein de gens. Et putain, ça fait du bien, quoi. Ouais, et ça le digital te le permet pas. Tu vas pas aller chercher des gens à webinar ou le métaverse a quelques potentialités devant lui, mais aujourd'hui tu peux pas faire ça. Ouais, c'est pas aussi sexy pour l'instant. Non. Et ce qui est cool et ce qui est vrai, c'est que on propose plusieurs choses dans la Founders Night, mettre en lumière des jeunes porteurs de projets, permettre aux grands, ou en tout cas ceux qui ont
réussi de transmettre, de partager. Et si t'as pas envie de tout ça, tu restes en extérieur comme tu l'as fait et tu discutes. Et nous, on est très à l'aise avec ça. Tu vois, on veut pas enfermer ou fermer quoi que ce soit. Et on te donne des trucs, on crée des trucs, on permet aux gens d'en créer. Et ensuite, tu prends ce que tu as à apprendre. Ouais, vous avez créé, enfin, c'est peut-être malgré vous, hein, mais j'ai l'impression que dans les événements, il y a plusieurs espaces, tu vois. Ouais. Il y a les gens qui viennent pour être inspirés, il y a les gens qui viennent pour apprendre, il y a les gens qui viennent pour connecter, puis il y en a qui viennent boire des bières avec leurs potes. Et c'est cool, quoi, de pouvoir réunir tous ces gens au même endroit. Et surtout des gens qui, foncièrement, se croiseraient pas forcément en temps normal. C'est une volonté initiale, ça, ou c'est arrivé un peu naturellement par les gens qui sont venus? Tu vois, si on n'avait qu'une espèce d'entrepreneurs, finalement, ils se connaissent déjà, ils n'ont pas besoin de nous. Alors ils viennent pour rencontrer leur père, mais ils tombent aussi sur des gens qui ont fait un peu plus de parcours, d'autres qui en ont fait beaucoup moins. Et je pense que c'est ce melting pot qui est intéressant. À quel point c'est volontaire, ça l'est. Parce que l'idée justement de l'esprit collectif d'entrepreneuriat, c'est de dire que quand tu es à +1, il faut que tu tentes ta main à celui qui est encore à -1. Ouais. Et en le faisant, tu seras ravi que celui qui est à +2 te tende la tienne également. Et ensuite, donc ça c'est plutôt dans les entrepreneurs, à quel stade ils en sont. Et ensuite, il y a un deuxième effet qui pour le coup est beaucoup moins volontaire. C'est que la vérité, c'est qu'une Founders Night aujourd'hui, c'est 50% d'entrepreneurs start-up ou entrepreneurs nouvelle économie, disons. Et puis tu as l'autre 50% de curieux, de freelance, d'étudiants, de salariés qui se posent des questions, de coach peut-être. Et donc tous ces gens en fait, et tu te rends compte que aujourd'hui en France, l'écosystème entrepreneurial, c'est plus juste les entrepreneurs de la Silicon Valley française. En fait, la vérité, je pense que on n'a pas encore de mots, mais c'est la nouvelle économie qui est comme ça, qui est vachement comme ça. Alors, la créateur économie un petit peu. Ouais, mais encore pas que. Pas que, non. Mais c'est une nouvelle manière de vivre son travail, de se créer une quête. Moi, je suis très attaché à la notion de quête, de peut-être un désir d'acquérir de la liberté, de rencontrer des gens, d'être épanoui. Et en fait, quand tu extrapoles, à la base, on fait des pitchs de start-up, mais quand tu regardes le public, on offre plus que ça, puisque les gens qui viennent chercher plus que ça. Ouais, vous avez un peu explosé les cloisons qu'il y avait entre les différents types d'entrepreneuriat, les différents types d'entrepreneurs, les différents types de boîtes. Et j'en parlais ce matin avec Valorant. En fait, jusqu'à présent, c'était quand même très, très, très cloisonné. Les infopreneurs coach, les startups, les grosses boîtes et les cabinets tradis et les trucs comme ça. Et j'ai l'impression que à travers des personnalités, à travers des médias, à travers des mouvements comme la Founders, on arrive tout doucement à rendre plus poreuse, à effriter ces barrières-là, ce qui permet à ces gens de se rencontrer, d'apprendre les uns des autres, et que ça va faire naître en fait une nouvelle forme d'entrepreneuriat quelque part, où c'est des entrepreneurs indépendants qui lancent des petits, moyens et très gros projets, d'une façon qui est alignée avec leurs valeurs, en respectant leur temps, leur liberté, certains pour l'argent, d'autres moins, etc. Et que ça permet à tous ces gens de se mélanger, quoi. Exactement. Et ça, pour le coup, c'est une conséquence, c'est un output, c'est pas un input initial. Et ça pose plein de questions sur la suite, et pour l'instant, j'ai pas forcément toute la réponse. C'est intéressant. Tu me disais plutôt que tu avais un rapport à l'argent qui était, c'est pas ton mot, mais particulier dans le monde de l'entrepreneuriat, où aujourd'hui tout le monde ne jure que par on va faire des millions, il faut être très très riche, etc. Et toi tu me disais en rigolant, moi je gagne pas forcément beaucoup d'argent et c'est ok. Est-ce que tu pourrais développer un peu ça? Ouais. Je te précisais avant d'arriver que j'étais probablement l'entrepreneur le plus pauvre que tu vas recevoir aujourd'hui. Alors, avant de dire tout ce que je vais dire, il faut poser un cadre qui est essentiel. C'est que j'ai jamais eu à me demander ce que j'allais manger le soir même. Et en fait, tout ce que je vais te dire ne dépend que de ça. Je vis. Ouais. Déjà, quand tu pars de ce postulat, tu vis dans un luxe. Ouais. Alors, il y a 1000 façons de connaître le luxe. Moi, j'ai jamais été stressé ou anxieux de ce que j'allais manger. Parce que j'ai grandi à Paris dans une famille de parents qui étaient propriétaires. Enfin, voilà, c'est hyper important, je pense, de le dire, parce que ce que je vais dire après, c'est que des conneries, sinon, si tu fais des généralités. Bien sûr. Dès lors, je vois ma vie comme une quête. La mienne, je pense que c'est un profond désir d'avoir de l'impact sur les gens, de faire du bien au sens large du terme, et de changer les choses, changer le monde ou changer mon monde. Tout est hyper relatif, puisque je ne changerai jamais le monde. Je pense que l'argent est le meilleur moyen d'y arriver, et j'en suis même persuadé. En revanche, je le vois comme un outil pour ma quête et non pas comme une finalité dans mon quotidien. Tu me diras, en fait, c'est un peu pareil pour tout le monde.
Tout le monde veut de l'argent pour l'utiliser, pour vivre sa vie comme il le souhaite. J'ai l'impression que le fait de ne pas être dans une logique hyper pécuniaire m'octroie des droits que j'aurais pas si j'étais plus dans une logique cash. Je m'explique. Aujourd'hui, avec la Founders Night, globalement, on fait pas 1 euro. On peut revenir sur les détails, mais globalement, on fait pas 1 euro. Je pense que ce que je fais a encore plus de portée parce que je fais pas 1 euro. Si c'était mon modèle, si c'était ma machine à cash, je suis pas certain que j'arrive à parler de la même manière, avec la même facilité, à attirer tant de gens, à aller si vite aussi peut-être. Donc ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'ai pas trouvé le modèle, et moi j'ai une contrainte qui est assez claire, c'est qu'il faut que je fasse de l'argent dans une logique qui a du sens à mes yeux. Chacun a sa logique. Aujourd'hui, je sais que le plus gros asset que j'ai, c'est la Founders Night, c'est notre communauté, c'est mon personal branding. J'ai pas trouvé le hack, tu vas peut-être le trouver avec moi. J'ai pas trouvé le hack pour arriver à et faire du bien et faire du cash. Je te donne un exemple, la Founders Night, je pourrais doubler les prix, sur-sponsoriser le truc, faire un petit carré VIP avec que les entrepreneurs qui font plus de 100K par an et qui paieraient 1000 balles la place pour être entre eux. Mais en fait, si je mettais ça en place, la Founders Night serait plus la Founders Night. Donc j'ai pas hacké le truc qui me permet de continuer à faire ce que je fais et à être ce que je suis, tout en générant du CA ou du profit même plutôt. Et donc je continue à développer, à rentrer ces affaires et ces richesses dans mon sac. Et puis un jour, je pense que j'arriverai à les sortir. Et évidemment que ça m'arrangerait bien de ne pas toucher le RSA, quoi. Je suis plutôt, moi, des entrepreneurs côté cash flow, etc. Tu as des projets et tout. Et pour autant, j'en vois aussi la limite. Parce que je vois bien que quand on a une démarche héroïste, cash flow positive, etc., on peut pas monter des trucs à aussi grande ampleur aussi vite. Tu vois, pour monter de mon côté avec mes problématiques de cash flow, un truc de la taille de la Founders, moi il me faudra 10 ans là où vous avez mis 1 an. Donc on est aligné sur ce sujet. Ouais, non, je suis d'accord avec toi en fait. Je pense qu'à un moment il faut choisir ce que tu es en train de faire. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se mentent en disant ouais, moi je veux de l'impact, alors qu'en fait ils veulent que de l'argent. Et ça se voit dans leurs actions, tu vois. Et j'ai l'impression que la Founders, il y a un vrai non, on est là pour créer de l'impact avec ce truc. L'argent ce serait bien, hein, mais pas au détriment de l'impact en fait. Et après, des modèles comme ça, on en a vu quand même certains émerger à travers le monde, de gens qui ont créé des choses qui font pas gagner de l'argent, mais qui font gagner du réseau, de la notoriété, de la confiance, des opportunités. Tu pourrais très bien à côté faire du consulting en disant regardez, nous on a monté ça, je peux vous montrer comment faire la même chose en consult, soit avec des grandes entreprises qui veulent créer un mouvement, soit avec des indépendants. Il y a plein de choses possibles, mais sans dénaturer la Founders, parce que je suis d'accord avec toi que ouais, ok, il y a moyen de la monétiser, c'est sûr, et beaucoup plus que ce que vous faites, mais tu perds l'essence quand même de ce que vous avez voulu créer, de ce que moi je vois de l'extérieur en tout cas. Hein. Et donc non, je te rejoins complètement, je pense qu'il ne faut pas mélanger les deux, je pense que tu peux faire les deux, mais si tu essayes de faire les deux en même temps, il y a un moment tu perds en vitesse. Soit tu gagnes beaucoup d'argent très vite, soit tu crées un gros truc avec un gros impact très vite. En général, surtout à nos niveaux d'entrepreneuriat, tu vois, c'est difficile, voire impossible de faire les deux en même temps, j'ai l'impression. Toi, tu as accompagné combien de personnes? Des coachs, des coachs, des thérapeutes. Sur les 5-6 dernières années, j'ai dû en accompagner entre 500 et 700, je pense. Je sais que tu as un gros canal qui est Facebook, probablement un groupe Facebook. Ouais. Dans cette logique-là, il y a un vrai aspect communautaire. Pas autant que ce qu'on aimerait. Parce que, pour une raison simple, en fait, on est là pour vendre. Alors, on est là pour aussi apporter de la valeur audience, on les jette pas dehors s'ils achètent pas, on essaye de les aider, etc. Tu vois. Mais justement, c'est ce que je te disais. Parce que je suis d'abord dans un esprit de je veux rentrer des clients et pas créer une communauté, créer un mouvement. C'est une conséquence et un deuxième truc qui vient. En fait, 80% de ma communauté est drivée par mes clients et pas par les milliers de gens qui me suivent, qui me consomment un peu comme ça de loin, tu vois, sans faire partie d'une vraie communauté. Parce que moi, j'ai choisi d'avoir l'approche, d'abord les clients, et ensuite, avec cet argent, on va bâtir des choses. J'aurais pu le faire dans le sens inverse. Je pense pas que ça aurait moins de sens, hein, puisque je l'ai fait autrement. C'est la question que je me posais en fait. Je me demandais est-ce que si on considérait que tu avais fait ça dans l'autre sens, qui est trouver un persona entre ces clients-là, et créer une communauté, une audience. J'aurais pu. J'aurais probablement pas gagné d'argent pendant 1 à 3 ans, et c'était pas mon optique quand j'ai démarré. Toi, tu es dans le cas où tu dois montrer aux gens que tu accompagnes comment on gagne de l'argent, et donc tu peux pas te permettre, à mon avis, d'avoir trop d'initiatives qui ne rapportent pas. Aujourd'hui, je commence à créer du média
qui, à part l'audience, n'a pas de rentabilité directe, tu vois. Et je veux pas les sponsoriser, etc. Tu vois. Et je veux pas que ça devienne payant à aucun moment. Mais je peux le faire parce que derrière, j'ai une cash machine qui tourne et qu'en fait, j'en discute avec plusieurs personnes ces derniers jours. Si je mets 5 ou 10 000 euros dans une prod, que cette prod elle fait de l'audience, il suffit que ça me rapporte 2 ou 3 clients et je l'ai rentabilisé moi en fait. Et donc j'ai pas les mêmes enjeux aujourd'hui parce que je l'ai fait dans ce sens-là. Et peut-être que je vais pouvoir ensuite accélérer. En fait, j'ai bâti la cash machine avant de bâtir l'audience en fait. Et ensuite, je vais faire rentrer de l'audience dedans au fur et à mesure. Et je pense pas qu'il y ait de bonne réponse. Je pense que c'est 2 approches complètement différentes qui dépendent de la personnalité, qui dépendent de l'envie, qui dépendent du moment, qui dépendent de plein de choses en fait. C'est marrant que tu me dises que ça t'apporte pas de rentabilité directe. Je vois ce que tu veux dire, mais moi je te connais, à mon avis, depuis que tu fais des vidéos, tu vois. Donc, quand on parle de. Quand j'ai à parler de coach, je vais pas te dire que j'en parle tous les jours non plus, mais il y a que toi qui me vient en tête. Donc, c'est une rentabilité qui est pas directe, je vois pourquoi. Tu arrives à tracer ça? Ouais, aujourd'hui on a un système de tracking où on sait précisément d'où viennent les clients, etc. Et je peux te donner les chiffres même si tu veux, parce qu'il n'y a pas de tabou là-dessus. Je peux te dire que depuis le début de l'année 2023, au moment où on enregistre, on est début juillet, YouTube nous a rapporté, si je te dis pas de bêtises, je crois que c'est de l'ordre de 40 ou 50 000 euros. Instagram de l'ordre de 20-25 000 euros. Mais bon, par rapport à une boîte qui va faire cette année entre 1 million et 1,5 million, c'est rien. Par rapport à ce qu'on dépense pour créer cette audience, tu vois, pour créer ce média, etc. Mais c'est ok, tu vois, c'est un investissement long terme. Mais je suis confortable de faire cet investissement long terme parce que j'ai des canaux beaucoup plus court-termistes qui me permettent de me payer correctement, d'avoir le métier que je veux, dans le quotidien que je veux. Aujourd'hui, mon équipe, c'est 15-16 personnes. Encore une fois, c'est 2 approches différentes. Moi, j'ai une approche argent. Je comprends et je valide l'approche audience. Je l'ai eu par le passé. J'ai eu des blogs, des choses comme ça, où vraiment j'avais de l'audience avant d'avoir une moyen de monétiser. Et moi, en l'occurrence, j'ai pas réussi à monétiser l'audience. C'est le piège, enfin, c'est le danger. Et c'est ça qui est difficile. C'est que tu bâtis une communauté pour l'amour de créer de l'impact et un mouvement. Si derrière, tu n'arrives pas à le rentabiliser et que tu es dépendant tout le temps de la publicité, des sponsors, des trucs comme ça, c'est pas évident quand même sur la durée. Moi, c'est ma hantise au quotidien. Hein. Je l'ai vécu en plus une fois avec une de mes précédentes boîtes, d'avoir la traction, d'avoir le flux, d'avoir l'intérêt, d'avoir l'engagement, tu vois, des users, mais ouais, en fait, si tu... De pas trouver quoi leur vendre ensuite. Et ouais, et surtout qu'en plus c'est marrant parce que c'est des cas, tu sais, où t'as pas... tes cartouches, elles sont pas illimitées. C'est-à-dire que t'as une audience, tu tentes un produit ou un service, ça marche pas, tu vas avoir de quoi tenter un deuxième, mais pas beaucoup plus. Après, ils vont comprendre. Puis il y a des audiences qui se sont grillées comme ça. Hein. J'ai vu des espèces de demi-bad buzz un peu dans le feed game de droite, on va dire ça comme ça, je sais pas comment le dire autrement, de gens qui avaient des discours mi-politiques, mi-perso, et quand ils ont commencé à développer des boîtes et des produits, l'audience les a lynchés, quoi. C'est pas du tout bien reçu. Alors, dans ton cas, c'est un peu différent, mais par exemple, quand un YouTuber monétise, c'est pas très bien reçu, notamment en francophonie, ils aiment pas trop l'audience. Hein. Ouais, mais ça, c'est aussi, je pense que c'est aussi ma crainte, j'en parle souvent avec Valran, c'est que faut, à un moment donné, peut-être que j'assume pas aussi, tu vois, assez, de dire, ok les gars, mais à un moment donné, tout ça, faut que je puisse en vivre. Et ça, c'est un step que, à mon avis, j'avais réussi à passer un jour, mais qui est pas évident, surtout quand tu pars avec une telle mission au début. Après, il y a plusieurs choses là-dedans. Attention, je vais parler comme un vieux con. C'est t'es jeune, pas d'un point de vue entrepreneurial, t'as déjà beaucoup d'expérience par rapport à l'âge que t'as, tu vois. Mais assumer publiquement l'argent avec les détracteurs qui viennent avec ça. Moi, là, j'ai 35 ans aujourd'hui. Je pense que j'assume ça publiquement avec les coups dans la gueule qui viennent avec, seulement depuis 3-4 ans peut-être. Que avant je me sentais pas assez solide dans mes acquis, tu vois, pour pouvoir dire ça publiquement et assumer face aux détracteurs, tu vois. Je pense qu'il y a ça. Et après, en fait, juste le modèle économique n'est pas obligé d'être lié à la Founders. La Founders peut rester un mouvement de cette ampleur et grandir encore sans jamais gagner d'argent. Et à côté, pour y être une boîte d'événementiel qui monte ce genre de mouvement pour des entreprises, pour être un consulting sur comment monter son événement, il y a plein de choses possibles. Il y a plein de choses. Par exemple, l'événementiel, on propose tous les jours. Je mets tellement d'énergie et de points de vie pour organiser mes événements que je ne vais pas me mettre à organiser pour d'autres, ça c'est certain. Mais ouais, dans mon cas, il y a vraiment la tentation du produit, de dire... tu vois, si je trouve un pain qui concerne ne serait-ce que 50% des gens qui viennent à mes événements,
Le jour où je leur propose un produit simple, pas cher, qui le résout facilement, j'aurais dû inventer Calendly avant que ça existe. Carrément, ouais. Non mais, tu vois, il y a quand même de plus en plus de boîtes tradies, par exemple, qui font de la formation aussi. Kudak a fait une formation Facebook Ads, alors qu'ils vendent ça en tant que service, pour des gens qui sont pas clients du service, mais qui sont intéressés par ça et qui regardent du Kudak toute l'année, etc. On peut tous imaginer quel est le pain point des gens qui viennent aux Founders, ou des gens qui gravitent autour et créent un produit autour. Enfin, après, bon, là, forcément, je suis biaisé, tu vois, on rentre dans ce que je fais toute l'année, moi. Donc, j'ai forcément un biais. Et quand je donne des conseils comme ça, tu vois, je mets toujours un disclaimer de attention, je vends ça, j'achète ça, je crois à ça. Moi, ça a changé ma vie. Je crois que c'est le meilleur truc du monde. Ça veut pas dire que j'ai raison. Ouais. Je suis fortement biaisé sur mon sujet, quoi. De tout ce que tu as monté jusqu'à maintenant, avec la Founders qui est un peu la partie visible aujourd'hui, c'est quoi la leçon que tu as tirée de ces années d'entrepreneuriat, des choses qui t'auraient marqué, peut-être que tu as mis du temps à comprendre et qui aujourd'hui sont importantes dans ton quotidien? Ouais. Je l'ai jamais fait comme ça, mais je peux quasiment le faire dans l'ordre. La première boîte que j'ai montée qui a bien marché, qui existe encore, c'était une dark kitchen en Belgique, pour un startup studio à Bruxelles. J'étais hyper jeune, j'avais 18 ans, donc je devais faire un stage en business développement pour un startup studio. Au bout de quelques semaines, ils ont vu que j'étais déterminé et ils m'ont dit ok, bah, nous on est un studio, on a plein d'idées en stock, est-ce que tu veux tester un truc? C'était Dark Kitchen, mais c'était avant le Covid, donc c'était pas développé les Dark Kitchen. Ils m'ont dit go, ils m'ont assimilé une sorte de coach qui m'a suivi. Je lui parlais une fois par jour, une demi-heure. Et en 4 mois, j'ai trouvé une cuisine, j'ai trouvé un chef, j'ai conçu une carte. On est allé sur Deliveroo et on est devenu, au bout de 6 mois, le meilleur restaurant de Pokéball sur Deliveroo. Et la leçon que j'ai tirée de ça, c'est que putain, quand tu fermes les yeux sur les problèmes, tout est tellement facile. Quand tu oublies les contraintes, quand tu oublies les peurs, quand tu oublies les doutes, quand tu oublies même un peu la loi parfois, même si c'est pas du tout une incitation à la négligence, mais tu vois, j'ai vendu pendant 3 mois des Pokéballs sans avoir une licence de restaurateur. Mais ouais, juste de courir tous les jours avec obsession vers ton but, c'est quand même la meilleure manière d'aller vite et loin. Ensuite, j'ai monté une boîte dans la photographie touristique qui s'appelait PicMe, qui s'est pris le Covid en pleine gueule. La première leçon que je peux en tirer, c'est que le Covid, c'est pas ouf, mais ça, je vais pas pouvoir y faire grand chose. Je pense que sur ce point, on a fait ce qu'il fallait au début, c'est-à-dire qu'on avait une idée super, on est allé à la Tour Eiffel, on a pris un pote photographe, on est allé voir les Chinois et les Américains, on leur a dit vous voulez une photo, pas un selfie pourri, mais une vraie photo d'un photographe. En 5 minutes, on fait 6 photos. Et tout le monde disait oui. Et donc ça, je pense que c'était un très bon signal parce que y avait un besoin. Et là, on a sombré dans l'erreur à développer une application pendant 10 mois. Et donc c'est marrant comme parfois, à mon avis, tu commences bien et tu finis mal ou inversement. Donc là, on a eu la moitié de la bonne idée. Ensuite, j'ai monté un startup studio destiné aux jeunes de moins de 22 ans. Leçon, il faut de l'argent pour faire un studio et il faut de l'expérience et de la légitimité, je l'avais pas. Et ensuite, j'ai monté une boîte dans le recrutement de stagiaires et d'alternants qui s'appelait Esli. Et là, j'ai tiré beaucoup de leçons. Je pense que il faut s'associer avec des gens qui sont pas forcément tes meilleurs potes, mais qui sont meilleurs que toi dans plein de choses. Et moi, je me suis beaucoup trop associé avec des potes dans ma vie. Parce que c'est important pour moi l'humain, mais en fait, ça fait des belles histoires, mais pas des belles boîtes. T'as un auteur qui s'appelle John DiMartini qui dit un truc que j'aime beaucoup, qui est si 2 personnes sont identiques dans une relation, c'est qu'il y en a un de trop. Et on fait souvent ces erreurs d'association, je pense, de s'associer avec des gens qui sont comme nous, qui ont les mêmes forces que nous, qu'on aime bien, avec qui on match intellectuellement hyper bien, mais du coup en fait on a 2 personnes qui font la même chose dans une boîte, et la plupart du temps ça sert à rien, surtout au début, quoi. Non, mais je le vois de plus en plus aujourd'hui quand tu fais l'analyse des associés des boîtes qui marchent. Déjà, ils sont très souvent pas très potes. Ils s'entendent très bien professionnellement, mais ils sont pas très potes. Et surtout, ils ont des complémentarités qui sont pas fortes, mais qui sont évidentes. Enfin, en fait, tu tombes dans le cliché à tel point il faut que ce soit parfois évident, je pense. Alors, c'est pas une règle, hein. Mais ouais, moi, je pense que j'ai inventé des complémentarités plusieurs fois dans ma vie d'entrepreneur, mais que ça s'invente pas, tu vois. C'est pas évident ce sujet d'association.
Moi, j'en ai eu 2-3 bancales par le passé aussi. J'en ai eu aussi des qui sont très bien passés. En fait, c'est la boîte juste qui a périclité. Il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui s'est amusé à me chercher sur société.com et qui voit le cimetière de mes anciennes boîtes. Il faut que je nettoie ça à l'occasion. Surtout que maintenant, je sais pas si t'as vu, mais. Ouais, tu peux demander à ce qu'ils enlèvent des infos. Ah non, ça je savais pas, mais maintenant ils font une sorte de graphique Ouais. en toile d'araignée. Oui. Et donc, moi, tu vois avec tes anciens associés à toutes les boîtes parmi lesquelles tout le monde est lié. Ah ouais. Je sais pas si c'est Papers ou Société.com qui fait ça. Ouais, je sais pas. Mais ouais, c'est un gros sujet l'association. Et tu l'as dit là. Il y a un truc qui est intéressant, c'est il n'y a pas besoin d'être pote avec son associé. Et aujourd'hui, les bonnes associations, tu disais, c'est des gens qui sont pas potes. Je pense que ça va plus loin en fait. C'est des gens qui étaient ultra complémentaires et qui ont vu un alignement commun. Et après, qui ont développer une sorte de... C'est pas de l'amitié, tu vois, c'est de la sympathie, tu vois. Ils peuvent passer 12 heures ensemble par jour et ça se passe très 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 bien, mais genre le week-end, ils vont pas se voir pour aller bouffer avec les enfants, en fait. Et après, bien sûr, il y a des contre-exemples, hein, mais... Bien sûr. C'est un sujet pas évident, et je pense que le mot que t'as dit, complémentarité, c'est le plus important, en fait. Hein. Non, mais surtout, je pense que souvent, tu peux devenir pote, mais de commencer... Enfin, tu vois, je pense que la pire, c'est d'avoir un pote et de dire, hop, est-ce qu'on ne ferait pas une boîte ensemble ? Pour revenir dans mon idée de quête. Ouais, viens, on lance un bar, quoi. Ouais. Oui, mais du coup, ça marche à la limite. Mais... Ce serait drôle. C'est quoi l'avenir de la Founders pour toi dans ta tête aujourd'hui ? Là, on se développe beaucoup. On s'est beaucoup inspiré du modèle de TEDx. Donc, à la rentrée, on a, je crois, 8 ou 9 dates. On fait Nantes, Nice, Marseille, Paris, Barcelone, Toulouse, Lille, Tours et la Suisse. Moi, j'attends que vous veniez au Pays Basque. Hein. J'en ai oublié. Oui, mais alors, figure-toi que j'avais un plan. Comment il s'appelle le mystère de... Conquistador ? Ouais. Camille Matisse. Donc, on viendra. Donc, l'idée, pour l'instant, c'est de se développer. Je pense qu'on a vu qu'on avait des... En fait, pour le coup, moi qui ai passé ma vie à chercher un product market fit, aujourd'hui, le product market fit, il est là. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un product market fit quand tu... Oui, je pense que tu peux. Vous n'avez pas besoin de pousser énormément pour remplir. Hein. Oui, non, mais c'est ça. Et, tu vois, donc là, déjà, en fait, product market fit, pour moi, c'est ça. Hein. T'as pas besoin de surmarketer pour remplir. Ouais. Mais tu vois, est-ce qu'un product market fit d'un truc qui génère pas de bénéfice est un product market fit ? À moitié. Ça dépend de ce que vous visez, en fait. Hein. C'est toujours pareil, tu vois. C'est quelque chose qui crée de plus en plus d'audience, de plus en plus de notoriété, de plus en plus de réseaux. Ça peut être le but intrinsèque aussi du projet. Donc du coup, on a un product market fit, on l'a validé à Paris, on l'a validé à Bordeaux, puis finalement à Lyon. La semaine dernière, on était à Montréal, on l'a validé à Montréal. Donc c'est pas seulement une histoire française ou parisienne, c'est des choses, des valeurs, des besoins qui globalement, dans les pays développés évidemment, concernent un peu tout le monde. Je pense que cette nouvelle économie qu'on a évoquée tout à l'heure, elle émerge évidemment pas seulement en France. Je pense que ça va dans la lignée de ces digital nomades, de ces freelances. Et donc pour nous, l'objet numéro 1, c'est d'aller dans un maximum de villes, de pays. Sur ça, on fonctionne avec des hôtes locaux. En gros, on a Camille qui nous appelle et qui nous dit ouais, j'aimerais bien faire une Founders Night chez moi. On a créé un guide, un Notion hyper complet, étape par étape, une recette de cuisine pour la Founders Night. Et puis ensuite, on se fait un call toutes les semaines, pendant 4 semaines. Et on accompagne l'hôte local à organiser la Founders chez lui. On essaie de le rendre vraiment honneur du truc. Et une fois qu'on l'a fait une fois, le mec devient maître de sa ville pour 1 an en tout cas. Il a le droit d'organiser des Founders Night autant qu'il souhaite. Ça, c'est à court terme ou à moyen terme. Je pense qu'à un peu plus moyen terme, il faudra switcher en anglais. Là, tu vois, on a fait Barcelone. Barcelone, on fait en français. Montréal, c'était français. Et la Suisse, c'était en français. Enfin, ça va être en français, pardon. J'aimerais bien qu'on switch en 2023 en anglais pour des raisons d'expansion et de profondeur de marché. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'on l'a évoqué. À mon avis, un produit, ce serait malin. Je pense finalement, on a quand même beaucoup de possibilités. Presque trop, c'est un peu ça, c'est un peu le caprice de riche, mais il va falloir faire des choix. Et je pense que pour la première fois, j'ai pas envie de faire des choix par rapport aux opportunités. C'est un peu contre-intuitif ce que je veux dire, mais je pense que j'ai beaucoup trop dans l'entrepreneuriat. J'ai attendu que les perches viennent à moi
Et j'ai été prêt à beaucoup modifier mon business, ma proposition de valeur, mon plan, parce que tu rencontres quelqu'un, tu découvres quelque chose, tu as un mec qui te propose un partenariat. Et je crois que fonctionner par opportunité, c'est le meilleur moyen de faire avancer ton bateau quelques vagues de plus, mais c'est le meilleur moyen aussi de complètement dévier du cap initial. Et le cap initial, il y en a deux en fait. Le premier, c'est celui de la boîte que tu as créée, la Founders Night. Pour le coup, le cap, on l'a à peu près. Et le deuxième, auquel j'ai jamais tenu compte de ma vie, et c'est un truc qui, tu vois, ça fait 1 an et demi que j'en prends conscience, c'est mon cap à moi. C'est en fait, c'est Maxime Blondel que j'ai entendu dire récemment, il faut savoir à quel jeu tu as envie de jouer au quotidien. Et en fait, tu vois, moi, j'ai toujours essayé de faire du produit. J'ai jamais été un entrepreneur du produit. J'ai jamais levé de fonds. J'ai jamais atteint une masse critique d'utilisateurs me permettant de dire que j'étais un entrepreneur de la tech. J'ai jamais été un entrepreneur de la tech. Je me rêve entrepreneur de la tech, mais est-ce que c'est le quotidien que je veux? Est-ce que c'est vraiment là où je suis le meilleur? Et ça, c'est des questions, j'ai pas du tout les réponses, mais j'en suis pas certain, tu vois. Donc voilà, je pense que j'ai le temps, parce que je construis un truc en plus qui commence à... Ça, c'est l'effet communautaire. C'est le gros avantage d'avoir une communauté par rapport à une audience, c'est que elle continue à vivre même quand tu n'es pas là. Elle se construit, elle se développe. Je suis entouré de personnes qui la font vivre également. Moi, maintenant, il faut que je me demande de quoi sera fait mon demain. Je pense que là, j'ai une grosse carte à jouer sur ce mouvement. Je pense que je peux commencer à toucher du bout de mes doigts le fait d'avoir un impact significatif sur un nombre significatif de personnes. Mais maintenant, il faut choisir c'est quoi le coup, tu vois. Quand on parlait d'opportunités, j'ai pensé, je sais pas si tu l'as lu, un livre qui s'appelle The Surrender Experiment, l'expérience de la reddition de Michael Singer. En gros, c'est un mec qui est prof de fac à mi-temps et veut rien faire d'autre et découvre le yoga et la méditation. Il commence à se plonger très profondément là-dedans jusqu'à aller vers des gourous, etc. Et à un moment, il se retrouve dans une quête de vie où en gros, il dit « je vais juste suivre les opportunités de la vie ». Toujours dire oui à tout sans écouter ma voix intérieure qui dit je veux pas, j'aime pas, etc. Mais par contre, toujours faire de mon mieux dans ce que je fais. Et en gros, le bouquin, c'est l'expérience de sa vie où le mec, il était donc prof de fac à mi-temps, il voulait rien foutre à part faire du yoga dans la forêt. Et il se retrouve à la tête d'une boîte valorisée à 3,5 milliards, poursuivie par le FBI à l'international, etc. Enfin, une histoire folle. Et c'est son histoire de comment juste en courant après les opportunités, mais en faisant toujours de son mieux, il arrive à ce truc extraordinaire, quoi. Et du coup, pour moi, enfin, j'ai couru après ça pendant longtemps. On m'a trop dit, je pense, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, saisis les perches, sois ouvert à tout. Mais donc ça, c'est le côté cool, et c'est le film Yes Man en fait qui a dû inspirer partiellement le livre dont tu parles. Enfin, l'inverse, le livre a dû inspirer le film. Et en fait, l'autre côté de ça, c'est passer sa vie à accepter tous les cafés, à accepter tous les calls, même quand il n'y a pas de raison de collaborer, vouloir trouver des manières de collaborer. Et ça m'a fait perdre un temps fou dans ma vie d'entrepreneur. J'ai trop pensé que les solutions venaient d'à côté, alors qu'en vrai, 95% des solutions, elles viennent de soi-même, je le crois vraiment. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'en fait, dans une vie d'entrepreneur, tu as des phases. Tu as des phases où tu dois dire oui à tout, et tu as des phases où il faut que tu dises non à tout. Et moi, là, je rentre dans une phase de non, et c'est super dur pour moi, parce que je suis super distrait. J'aime bien papillonner, courir d'opportunités, tu vois, courir un peu partout. Et là, récemment, en début d'année, j'ai commencé à me défocus parce que je regardais où je vais amener ma boîte à 10 ans et à commencer à préparer des trucs, lancer des collabs, des cafés, des machins. Et là, je me suis rendu compte en discussion avec une partie de mon équipe non, mais en fait, juste, là, on a un focus à 6-12 mois. Pour moi, il est chiant en tant que founder, tu vois. C'est pas fun, c'est juste faire plus de ce qu'on fait. En fait, c'est pas très stimulant intellectuellement, mais il y a moyen de le faire mieux et c'est ça qui amènera la boîte plus loin. Et je suis obligé de commencer à réfléchir en coût d'opportunité. Passer 1 an à développer ce truc pour que la première année, ça rapporte 5000, alors qu'en fait, je peux faire 1 demi-million juste en me concentrant sur ce qu'on fait déjà. Et donc, c'est passer d'une saison de oui à une saison de non. Et je trouve ça super dur en tant qu'entrepreneur. Ouais, alors déjà, tu as la force de savoir dans quelle saison t'es. Je pense que le plus dur, c'est de savoir aussi... Je n'ai pas tellement eu le choix, ça c'est un peu imposé. Hein. Mais oui, moi j'aimerais bien... tu vois, même là aujourd'hui, quand même, j'hésite encore, tu vois. À la fois, je me dis qu'il y a des trucs... tu t'en doutes, avec le bruit qu'on fait, on a des super propositions. Mais tu as aussi un tas de mecs qui font des super propositions parce qu'ils ont envie de profiter de ce que tu as créé. Et c'est une évidence, et c'est le pendant moins rigolo du truc. Mais ouais, moi j'aurais bien besoin d'avoir une petite force intérieure, ou en tout cas même supérieure à moi, qui puisse me dire de temps en temps
Là, mec, enferme-toi, c'est le moment où il faut juste faire un run de 3 mois et ne plus jamais parler à personne, tu vois. C'est pas facile ça. Je crois que c'est vraiment le focus des entrepreneurs, c'est un gros sujet, on peut en parler des heures, tu vois. C'est savoir après quelle opportunité tu cours, pourquoi, comment, et comment tu gères les phases chiantes en fait. Et on en a tous, tu vois, dans les développements d'une boîte, il y a des phases qui sont moins drôles. Faire plus et mieux de ce que tu fais déjà, quotidien, ultra identique tous les jours, et juste améliorer. C'est Yomi Denzel, tu vois, qui disait ça dans une interview une fois, et j'avais trouvé l'analogie marrante, tu vois, il disait, l'entrepreneur, il faut qu'il raisonne en homme de cro-magnon. Je tape sur ce truc, ça marche pas, un autre. Je tape sur ce truc, ça marche pas, un autre. Je tape, ça marche. Encore. Et cette phase-là, quand t'es un peu du côté créatif, j'aime bien lancer des trucs, rencontrer des gens, c'est la plus dure. Ah bah ouais. Ah, mais c'est sûr. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un autre truc, la métaphore du Cro-Magnon, c'est 1, le focus, et 2, surtout au début, la simplicité. Ouais. C'est les choses simples qui marchent le mieux quand même. Hein. Moi-même, je suis victime de ça. Hein. J'ai passé un temps fou à développer des trucs tellement compliqués. Des business models sur des tableaux à 3 entrées, tu sais. Franchement, c'est une offre, un produit, un prix. Et un canal. Un canal, et ça au début c'est quand même une évidence. Enfin, c'est pas une évidence, mais ça doit le devenir, je veux dire. J'ai fait la connerie aussi, franchement. Aujourd'hui, je vois nos clients, on leur dit un seul réseau social, un seul. Une cible, une offre, encore. Et moi, quand je regarde mon business, je suis sur 7 réseaux sociaux parce que ça m'éclate. Sur les 7, il y en a probablement 4 que je pourrais virer, mais je trouve toujours une justification. Oui, mais sur celui-là, j'ai rencontré machin. Oui, mais sur celui-là, j'ai rencontré machin. Mais en fait, j'ai conscience que ça sert à rien, que tu perds du temps dessus, que c'est de la distraction, tu vois, c'est de la procrastination positive. Et quand je vois que même moi, j'ai le même problème, tu vois, que mes clients, tu vois à quel point c'est difficile. En fait, je sais pas si à un moment t'en sors. Je sais pas si à un moment t'arrives à un certain niveau de focus où t'as plus jamais ce genre de problème. Je pense que c'est un truc récurrent dans la vie de l'entrepreneur, c'est passer du oui au non régulièrement, quoi. Et simplifier. Et je viens de penser en fait que j'ai dit une connerie tout à l'heure, ça fait pas du tout 1 an que je vois très bien quitter, ça te parle des vidéos. C'est drôle à quel point, t'es pas la première personne à qui ça m'arrive. Mais en fait, je te voyais bien avant de LinkedIn avec ton chapeau. Ah. Mais il y a même 3 ans, je pense, déjà. Ouais, LinkedIn, moi, ça fait un moment. En fait, LinkedIn, moi, j'ai eu une période il y a des années, quand il y avait encore personne dessus quasiment, où j'ai fait quelques articles, parce que les articles avaient encore de la viralité à l'époque, qui ont très bien marché. C'est l'époque où j'étais encore freelance, où j'ai fait de l'agence, etc. Et ensuite, je me suis arrêté, et je suis revenu sur LinkedIn en 2021. Mais la première fois que j'ai publié dessus, ça devait être 2016, 2017, 2018, je sais plus, un truc comme ça. Et en un article sur l'avenir de la prise de parole du dirigeant, je me suis retrouvé à discuter avec toutes les grosses agences de Paris, alors que moi j'étais petit, tu vois, à l'époque, j'avais rien à faire là, quoi, c'était bizarre. Et tu vois la puissance des réseaux aussi, en fait. Ah, mais ça, c'est sûr. Je pourrais pas faire la moitié de ce que je fais si j'avais pas une audience sur LinkedIn. Ouais. Et je passe ma vie à le répéter, mais ça a changé ma vie, en fait. Alors que j'ai que 20 000 abonnés. C'est pas, tu vois, je sais pas 3 millions de personnes qui me suivent. Mais la puissance de ce truc, c'est le fait d'avoir des audiences. C'est un tremplin pour absolument tout, quoi. Et demain, j'ouvre un resto, bah, ça me servira. Ouais. Tu peux la leverage sur n'importe quoi, l'audience, en fait. C'est à partir du moment où tu as des gens qui te suivent, qui te font confiance. C'est toute la puissance du personal branding, et à la fois, attention, c'est aussi son danger, hein, parce qu'une boîte qui est ultra incarnée, quand la figure emblématique de l'attractif caractère, il s'en va ou il veut faire autre chose, ça sent. Hein. Mais c'est le moyen de leverager l'audience et de faire des trucs hyper cool. Et tu peux... Et j'en parlais avec Hugo. Hugo Benz. Hugo Benz. Et alors lui, ce qu'il me disait, c'était rigolo, c'est que à la fois, oui, c'est un super levier. C'est super pour lancer des boîtes. Exactement. Mais ça aide pas du tout à les faire grandir. Surtout en francophone. Ah ouais? Comment, dans quel sens? En anglophone, l'audience est tellement grande en face. Le marché adressable est tellement grand que même en personal branding, tu peux monter des boîtes à je sais pas combien de dizaines de millions. Ah ouais? En francophone, c'est quand même plus difficile. Parce que juste le marché adressable qui parle français est plus petit. C'est Tony Robbins, le coach suprême, tout est ultra personal brandé. Ça n'empêche pas de faire dernière nouvelle, je crois qu'il faisait 1 milliard. Mais tu peux pas faire ça en France. Mais je pense qu'il y a aussi enfin, le cas d'Hugo il est extrême parce qu'il lance plein de projets, mais est-ce que dans notre culture on n'est pas rapidement aussi saoulé de voir quelqu'un incarner de la même manière trop régulièrement la même chose? Ça dépend. Alors moi je vois là en tant que consommateur purement, si j'adhère à un founder et une marque,
je suis content de le voir en parler encore et encore et encore, tu vois. Parce qu'il va grandir avec sa marque, il va apprendre de nouvelles choses, il va avoir de nouvelles compréhensions, il va en parler différemment, il va m'expliquer la jeunesse de sa marque, son histoire, pourquoi il l'a fait comme ça, où est-ce qu'il veut l'amener. Moi, je suis assez client de ça. Maintenant, est-ce que tout le monde l'est? Je suis pas sûr, non. Ok, mais en fait, c'est ce que je voulais dire, c'est que le problème d'Hugo, c'est que comme il parle de plein de sujets, c'est intéressant quand t'as un mec qui est hyper assimilé à un produit ou un service ou à une marque. Hugo, il parle de beaucoup de produits différents, c'est pour ça que c'est plus compliqué à mon avis. Mais je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec lui sur le personal branding, c'est extraordinaire pour lancer des business, mais ça devient un frein ensuite. Alors qu'une marque désincarnée, entre guillemets, c'est beaucoup plus dur à lancer. T'as pas l'attachement émotionnel, t'as pas l'audience, la portée, etc. Mais une fois que t'as un peu de traction, tu sais que tu peux l'amener plus loin, que c'est moins dangereux, quoi. C'est moins dépendant d'une personne. Et on regarde un truc tout simple, hein. Aujourd'hui, tu vas avoir un fonds. Un fonds ne finance pas un truc qui est incarné par un seul mec, quoi. Parce que trop dangereux. S'il tombe malade, s'il lui arrive un truc, s'il en a plein le cul, la boîte se pète la gueule. Alors qu'ils veulent plusieurs sources de trafic, désincarner du CEO, etc., quoi. Et je pense qu'ils ont été calmés par WeWork aussi. Ouais, et c'est dommage parce que ça aurait pu être un beau projet qui aurait pu être poussé beaucoup plus loin. Je sais pas ce que ça devient d'ailleurs. Je sais pas si c'est encore à moitié vivant, à moitié mort, je ne sais pas. Je crois que ça existe, mais c'est plus une boîte, quoi, c'est l'immobilier. Enfin, c'est plus une start-up, c'est. Ouais. En même temps que quand tu regardes la série sur Apple TV et que tu vois combien il brûlait 2 ou 3 millions par jour, je crois, à l'apogée de la connerie. Elle est géniale cette série. Ouais. Et ça n'a pas empêché d'ailleurs le CEO de remonter un autre truc, hein. Ouais, j'ai vu. C'est quoi déjà? Oh, je sais plus, maintenant j'ai oublié. C'est pas dans le Web3? Non, c'est très très simple. C'est pas des co-living d'entrepreneurs, tout simplement, un truc comme ça? Je sais pas. J'ai lâché. J'ai une dernière question pour toi. Avec ton parcours entrepreneurial, avec ce que tu as vécu, avec comment tu as développé la Founders, avec les autres personnes qui tu développent ça, etc. Si tu devais donner un conseil, une leçon, une compréhension à des personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? En ce moment, ce qui me passionne vraiment, c'est la force du temps. Et c'est à quel point aujourd'hui je récolte ce que j'ai semé il y a 8 ans, tu vois. Et en fait, pour un entrepreneur comme moi qui est très impatient, je sais pas à quel point toi tu te sens patient ou impatient. Je suis pas très patient. Quand je lance une nouvelle action, un nouveau produit, une nouvelle manière de faire, quand je recrute quelqu'un, si au bout de 3 mois il s'est pas passé quelque chose, j'ai l'impression que c'est un échec en fait. Et j'ai toujours l'impression que tout ne va pas assez vite. Même à l'échelle de la Founders Night, tu vois, nous ça fait 1 an. On a fait la Cigale en octobre, c'était la 3e édition. Énorme salle française, 1000 personnes, 900. J'étais persuadé que le lendemain j'étais sur le toit du monde et que j'allais être contacté par toutes les chaînes. Le lendemain, il s'est rien passé. Mais en revanche, aujourd'hui, on me contacte sur la Cigale qu'on a fait il y a 6 mois, tu vois. Et donc, c'est un mélange de 2 choses. La première, c'est tout simplement les effets composés, les effets cumulés. À quel point chaque action prend moins d'efforts pour plus de résultats, plus tu avances. Plus tu avances, et ça c'est hyper important parce qu'il faut chaque jour avancer. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut planter des graines, et ça passe par plein de trucs. Mais tu vas faire des mises en relation, donner des conseils, passer du temps. Alors, faut pas passer sa vie à ça, on l'a dit. Mais ça te sert à rien le jour où tu le fais, ni le surlendemain. Mais 4 ans après, par merveille, t'as une magnifique fleur qui vient te dire oh, j'ai ton plus grand client de l'année qui est juste là. Et donc, je pense qu'il y a un vrai truc de la patience, et c'est le mec le plus impatient que tu puisses rencontrer qui te le dit. Être capable de faire des actions sans attendre de retour immédiat, mais de les faire sur le moment, parce qu'elles ont du sens, parce qu'elles nous font du bien potentiellement, et parce qu'on a l'impression que même si ça construit pas la maison, bah, ça met une brique de plus sur le mur, tu vois. Écoute, très bon conseil. J'aimerais que beaucoup plus de gens l'entendent. Et je te propose qu'on s'arrête là-dessus, parce qu'on ne pourra pas dire quelque chose de plus intelligent que ça. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup. Et à très vite. Avec plaisir. Ce podcast est édité par Coleman Media, un label de podcasteurs spécialisé pour les coachs, les professions d'accompagnement, les consultants. On édite des podcasts, des newsletters, des médias aux côtés de ces coachs et de ces indépendants. Coleman Media étant une branche de l'entreprise Coleman Publishing qui, elle, propose de l'accompagnement. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, n'hésitez pas à regarder les liens dans la description. À bientôt.